Voilà, je vais essayer d'être très léger et puis peut-être une autre fois, je représente ce que j'ai à présenter. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire les auto-encodeurs, variational auto-encodeurs. Donc, les auto-encodeurs variationnels. Donc, ça veut dire quoi, variationnel en mathématiques? Ça veut dire que parfois, on a un phénomène, nous voulons représenter un phénomène qui est bizarre, qui est très complexe, qui n'a pas une forme régulière, mais on l'approche localement dans certains endroits par quelque chose de local. Par exemple, une carte, si on prend une ville n'est pas plane, pas du tout. Mais si je veux créer une maquette de la ville, je peux considérer qu'une route est plane, que par endroits dans certains jardins ou certaines surfaces, elle est plane, alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout plane. Maintenant, nous allons aussi présenter un peu les avantages de ces autoencodeurs variationnels. D'une part, ils permettent de faire de la génération de données, par exemple, à partir de visages. C'est-à-dire on peut créer des visages qui n'ont jamais existé. Donc, vous connaissez cet exemple qui est donné souvent, comme les autres, parce qu'il y a les GAN et les autoencodeurs variationnels qui font un petit peu la même chose, qui génèrent, mais pas forcément de la même manière. Et puis, ils ont certaines différences, mais ce sont des modèles génératifs. Et le fait qu'ils soient génératifs, c'est très utile. On l'utilise dans beaucoup de domaines, en particulier pour générer lorsqu'on veut faire un apprentissage, on peut générer des exemples d'entraînement, mais on peut aussi générer des molécules qui ont une certaine propriété. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. On génère des molécules et puis on essaie de voir un peu leurs propriétés. Mais on les génère de manière à ce qu'ils aient une grande probabilité d'avoir certaines qualités. Ils sont de la famille des modèles insupervisés, ou alors ils font un apprentissage insupervisé, mais on les utilise dans le semi-supervised learning. C'est-à-dire parfois, nous avons des données, par exemple des images, et on va utiliser des autoencodeurs et des variationnels autoencodeurs pour un peu les regrouper. Et après, on peut labelliser certains éléments. Et puis, c'est du semi-supervised learning. On ne labellise pas tout, mais on labellise en quelque sorte un groupe. Et puis, il y a representation learning parce que les autoencodeurs ou les autoencodeurs variationnels permettent de représenter donc des données dans un espace latent. Quand on parle d'espace latent, c'est comme l'intelligence ou la sympathie ou autre chose. Ce sont des qualités qu'on ne peut pas voir, mais on les observe à travers d'autres données. Donc, les autoencodeurs variationnels vont créer un espace qui contient, par exemple, l'intelligence, qui peut mesurer l'intelligence des gens à partir de ce qu'on a observé. Et les autoencodeurs, nous avions déjà présenté la dernière fois dans plusieurs webinaires. Dans un autoencodeur, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une donnée X, par exemple, ici, l'image d'un chat, c'est X. On entre l'image d'un chat dans un réseau, donc là, c'est par exemple une application, une matrice multipliée par X, mais de manière à avoir Z de taille petite. Par exemple, X, c'est 4000 et Z, c'est 100 ou bien 200. D'accord? C'est-à-dire une grande différence entre X et Z. Donc, la matrice avec laquelle on va multiplier X, ça doit être une matrice avec en nombre de colonnes, le nombre des éléments de X, des composants de X, la dimension de X, mais au nombre de lignes, seulement 100.
pour avoir, si je suppose qu'il s'agit ici d'une matrice. Mais normalement, il y a la partie linéaire comme dans un réseau de neurones et puis les fonctions d'activation. Et je peux même avoir ici un petit réseau convolutionnel. Mais c'est des détails. L'essentiel, X, le G indice phi de X, c'est un petit réseau de neurones. On peut l'assimiler à une simple couche, hachée, ou même à des poids, sans aucune couche ici. Directement, on va vers Z. C'est-à-dire il y a la couche X et la couche Z. Mais on peut aussi avoir quelque chose de plus complexe. OK. Donc, Z doit avoir une dimension beaucoup plus petite. D'ailleurs, on appelle bottleneck. D'accord? Donc, la bouteille, la tête de la bouteille, ou bien neck, c'est l'encre, donc la bouteille. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait? Le Z, on l'étale encore à nouveau, on le décompresse. D'accord? Donc, X et X' ont la même dimension. Et quelle est la fonction de perte, la loss function qu'on utilise dans ce réseau? On demande au réseau que X soit égal à X', que X', la sortie, soit égal à X. C'est-à-dire, si je mets ici une image de chat, donc sous forme d'un vecteur, donc un vecteur, un chat, mais transformé en vecteur, je dois avoir ici le même vecteur. Donc, l'erreur, c'est quoi? C'est la différence entre X' et X. Donc, la loss function L, que je dois minimiser, c'est F indice θ, de quoi? De G indice phi, de X. Phi et θ sont les paramètres, les poids des couches qui sont là et les poids des couches qui sont là. Donc, en gros, c'est ça un auto-encodeur. Mais nous, voilà, donc un autoencodeur, par exemple, je lui donne 4, donc je la transforme en un vecteur, et il doit me donner 4. Normalement, il ne va pas me donner 4, il va me donner un 4 un petit peu brouillé, un peu différent, d'accord, parce que Z, il va beaucoup écraser, donc il se peut qu'il y ait une petite perte d'information lorsqu'on compresse Z. Et pourquoi on espère toujours compresser? Parce que souvent, par exemple, ce 4 qui est là, tous les pixels ne sont pas nécessaires. D'ailleurs, si j'enlève ces pixels en noir, je garde juste quelques points noirs, mais le 4 blanc qui apparaît, qui se distingue, alors ça va toujours être un 4. Si j'enlève un petit peu un bout ici ou un bout par là, ça va toujours rester un 4. Donc, tous les pixels ne sont pas nécessaires. Donc, on dit, est-ce que la machine aura la possibilité de retrancher d'une manière autonome ce qui n'est pas utile et de ne garder que l'information pertinente. Donc, c'est ça un auto-encodeur. Quelle est l'utilité? C'est faire de la compression, par exemple, de données. Ou alors, c'est créer une représentation, parce qu'on l'avait dit au début, de certaines données avant de les exploiter dans des réseaux de neurones plus complexes. Par exemple, les mots, comme on a fait les mots avec le word embedding, etc. Donc, on peut le faire ici. On peut, après, si je veux manipuler les données, par exemple le 4, je prends ce vecteur, le vecteur Z. Après, bien sûr, l'entraînement. Parfois, et ça je l'ai expliqué encore une fois, si nous avons des photos avec un bruit et on veut nettoyer ces photos, qu'est-ce qu'on fait? On crée un réseau pour lequel je prends une photo, je lui ajoute un bruit, mais là, c'est le contraire. J'ai ici un vecteur Z qui est de taille beaucoup plus grande que X, plus grande que X, et après, je ramène vers la taille de X. Donc, X et X chapeau ont la même taille, sauf que bien sûr, par exemple, je prends une image de chat, je la bruite un petit peu, je la fais entrer dans le réseau, le auto-encodeur, qui s'appelle ici denoising auto-encodeur, parce qu'il va enlever le noise, le bruit. Et puis, je lui donne le X qui est là. Je lui dis, vous devez retrouver le X qui est là. Donc, je lui donne X chapeau qui est bruité, donc une image bruitée, mais je lui demande, quand je fais la loss function, je la fais par rapport à X qui n'est pas bruité. Donc, ce réseau va apprendre à enlever le bruit des images.
Après, je lui donne une image non bruitée et il va la nettoyer. D'accord? Donc, c'est intéressant. Je crée une machine qui améliore la qualité, par exemple, des photos. Il suffit de prendre un ensemble de photos dont j'ai, donc de photos simples donc, que j'ai, qui sont de bonne qualité. Je prends la photo, je lui ajoute un bruit, je la dégrade un petit peu, je la fais entrer par le réseau qui contient des paramètres. J'obtiens une sortie. La loss function, c'est ce que j'obtiens ici, c'est-à-dire le exprime, qui est égal à θ de G phi de X chapeau, donc la sortie, moins le X, c'est-à-dire la photo de qualité. Et je veux réduire la sortie, la qualité, je veux que la sortie ait la même qualité que l'image que j'avais au début. Donc, le réseau que je vais obtenir après entraînement, si je lui donne maintenant une image qui est bruitée, mais que je ne dispose pas de la version de qualité, il va lui produire, il va générer, c'est pour ça qu'on parle de réseau génératif, il va générer une photo de bonne qualité. Ici, on a pris les chiffres manuscrits de 0 jusqu'à 9 et on les a fait manipuler par un réseau autoencodeur. Et on a pris le Z de chaque vecteur et puis on l'a projeté sur le plan en utilisant par exemple la CP ou quelque chose qui ressemble à la CP. C'est-à-dire on les a projetés sur un plan qui garde le maximum de variance, de dispersion. Et on a obtenu quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le 0, c'est ça, hein, d'accord, vous voyez, le 0, c'est ça, excusez-moi, le 0, c'est ça. Et puis le 1, c'est ça. Puis le 2, c'est ça. Et puis le 6, c'est ça. Et on voit bien que les chiffres, ils sont regroupés, d'accord. Les 1, et puis, d'accord. C'est qu'il a, donc regroupé, et puis il a diminué la dimension des chiffres. On a pris des chiffres 28 x 28 pixels, mais là, on a 10 pixels, par exemple. Donc, pas 10 pixels. 28 x 28, ça fait beaucoup, mais là, c'est juste 10 dimensions, R à la puissance 10. Et puis, on les a projetés dans R à la puissance 2. Donc, les auto-encodeurs variationnels, ou bien variational encodeurs, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ce sont donc des modèles génératifs qui font un supervised learning. Donc, parce que je donne une image et puis la même image vers la fin. OK. Ils étaient proposés en 2013, donc ce n'est pas très ancien, c'est vraiment récent. Et nous avons deux types normalement de modèles génératifs. Les modèles qui se basent sur la théorie des jeux qui s'appellent les GAN, Generative Adversarial Nets. Et puis nous avons les Variational Autoencoders que nous allons voir aujourd'hui, qui se basent sur l'inférence bayésienne, donc Bayesian Inference. Et aujourd'hui, je vais un petit peu présenter les choses, mais je vais éviter de parler de mathématiques. On va laisser ça pour une autre séance. Qu'est-ce qu'on fait avec les auto-encodeurs? Quand je prends toutes les images, par exemple des chiffres manuscrits, et je prends le vecteur qui les compose. Normalement, supposons que j'ai 28 x 28 pixels. D'accord? Donc, j'ai, je pense, 748 peut-être, c'est ça? 28, voilà, je pense que c'est ça. 784. C'est ça, 784 pixels. Donc, je prends les chiffres manuscrits qui sont de dimension 784. Je les lance, je les plonge dans R à la puissance 787. Mais normalement, ils ne vont pas occuper tout l'espace. Ils vont se situer dans un… C'est comme si je les projette dans R à la puissance 3, mais ils suivent une courbe un peu plane. C'est-à-dire, c'est comme s'ils suivent une feuille donc plane, mais un peu dépliée. Si je un peu pliée, si je déplie, si je la rends plane,
je peux retrouver les points. Donc, même s'ils sont dans R3 ou dans R à la puissance 784, normalement, ils sont de dimension inférieure. C'est ce que permet de faire le Z, l'espace latent, latent space. D'accord. Et souvent, pourquoi on cherche l'espace latent, c'est parce que dans la réalité, souvent, lorsqu'on a un problème compliqué, par exemple dans un territoire, dans une ville ou dans un pays ou dans une économie, parfois il y a seulement 10, 20 paramètres qui sont derrière tout ça, qui sont latents, qui sont cachés. C'est comme j'ai parlé si quelqu'un lit bien, répond rapidement à des questions, etc., tout ça vient du fait qu'une seule chose, c'est qu'il est intelligent. Donc, l'intelligence est une variable latente, mais qui fait observer plusieurs choses à la fois. Voilà, donc le 4 que nous avons, que nous projetons dans un espace de dimension R à la puissance 784, normalement, il suit ce qu'on appelle en maths manifold, c'est une variété. Il suit un espace de dimension beaucoup plus inférieure. Et si je déplie cet espace, d'accord, par exemple, au lieu de R à la puissance 784, ça va être juste R à la puissance 10 ou 20. Tous les points vont être plus ou moins à peu près sur ce plan. D'accord. Parce que là, j'ai dit au départ, ils suivent, mais pas tout à fait. Il y a un petit bruit. Mais je considère que ça, c'est juste un bruit et je les positionne sur la variété de dimension inférieure. Et là, il y a beaucoup de maths. Là, c'est de la géométrie différentielle, mais je ne vais pas beaucoup, développer ces notions. À partir de Z, je peux générer le nombre 4. C'est ce qu'on a fait dans ici. D'accord, ici ou ici. On prend le 4, X, il est de dimension très grande. On réduit sa dimension ici, et à partir de la dimension réduite Z, qui est de dimension par exemple 10, on retrouve le 4. Mais bien sûr, on a perdu certaines informations, donc ça ne va pas être tout à fait, mais quelque chose de très proche de 4. Voilà, donc c'est en gros ce que font les autoencodeurs. Pour les autoencodeurs variationnels, on va faire quelque chose d'un peu plus évolué. On prend le 4 qui est là, qui est proche d'une variété, on le projette, mais pas comme un point dans l'espace. D'accord? Supposons que je prends tous les 4 qui sont là, tous les 4, et puis je prends tous les 9. Tous les 4, ils vont être quelque part ici, voisins. Parce que même s'ils sont un petit peu différents, ils ne sont pas très différents. Et d'ailleurs, je vous avais montré que ici, les 0, les 1, ils sont un petit peu groupés quelque part. D'accord? Ce qui engendre, c'est un peu le 6. Donc, 6, 6, 6, 6. D'accord? 6, ce n'est pas très loin de 0. Donc, donc, le 1 et le 7 doivent être aussi proches. Regardez, le 7 et le 1. Vous voyez là, le 1, c'est ça. Et le 7, ce sont ces points. Parce que 7 et 1, vous voyez, c'est presque la même chose. D'ailleurs, lorsqu'on écrit à la main, parfois on écrit un 1 comme un 7. D'accord. Et le 5, il est proche de tout, parce que 5, c'est un peu 6. D'accord. Donc, 6 et 5, ça ne doit pas être très, très loin. Mais 5, c'est aussi un peu 9. Le 9 et 5, c'est un peu la même chose. Donc, si vous regardez ici, vous allez trouver que 5 et 9, ils sont proches. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, nous allons créer un espace de distribution, pas un espace de nombre, distribution de probabilité. C'est-à-dire, ici, autour d'un endroit, autour de tous les 4, ils vont être ici, quelque part. Et je vais supposer qu'ils vont suivre une loi normale. C'est une distribution de probabilité qui suit une loi normale. C'est une gaussienne. Donc, au lieu que le 4 me donne ici quelque chose qui ressemble à 4, une représentation de 4, j'ai une représentation de comment est distribué les chiffres 4. D'accord?
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, comme j'ai dit, on va continuer. Mais déjà là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, une probabilité, c'est une probabilité, une gaussienne est caractérisée par des paramètres qui sont mu, donc la moyenne, et sigma, qui est l'écart type. Donc, pour nous, ici, pour chaque x, qui est par exemple 4 ou 5 ou 3 ou 6, les chiffres manuscrits, je dois obtenir, l'ensemble des chiffres que je vais envoyer ici vont me donner donc un mélange de gaussiennes. Donc, c'est ce qu'on va supposer. Donc, on va essayer de trouver à partir d'un point des données. Les données que nous avons, c'est quoi? Donc, parfois, les images de chats, les images de chiens, etc. Mais je peux aussi avoir des chiffres manuscrits, qui est un exemple simple. Mais ce qui est difficile, c'est les photos de personnages. Donc, le 4 va me donner une distribution qui est caractérisée par mu et sigma. Et à partir de cette distribution, à chaque fois qu'on a une distribution de probabilité, je peux toujours prendre un exemple de cette distribution. Il suffit d'accord, on va voir comment, de prendre la moyenne plus un petit peu fois sigma, un peu ou moins, d'accord, parce que j'ai la moyenne et j'ai l'écart type, donc je peux toujours prendre un élément et je peux le prendre d'une manière aléatoire aussi. Et l'élément que je vais prendre aléatoire, c'est ça le Z qui se trouve dans l'espace latent. Et à partir de ce Z, je reproduis le X', comme tout à l'heure. D'accord ? Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait X, on a Z, et à partir de Z, on a X'. Maintenant, ce qu'on va faire, à partir de X, nous avons une distribution de probabilité. À partir de la distribution de probabilité qui est caractérisée par mu et sigma, j'obtiens un Z et dans l'espace latent, donc qui est une variable, mais obtenue, qui est un exemple, c'est du random sampling. Et à partir de ce Z, je fais le décodeur. J'utilise le décodeur pour obtenir le X'. Et je fais la différence entre X' et X pour avoir la loss function. Voilà, donc c'est ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on mélange deux choses. On mélange les réseaux de neurones, mais on mélange aussi des modèles probabilistes. Et je vais, une autre fois, comme j'ai dit aujourd'hui, donc je vais essayer d'être beaucoup plus léger, donc de faire des choses beaucoup plus, de développer davantage. Et aussi les autoencodeurs variationnels, c'est vraiment à la mode aujourd'hui en machine learning. C'est très intéressant. Et pourquoi on utilise des gaussiennes ici? Pourquoi on cherche à avoir une distribution de probabilité? C'est pour, regardez, je reviens à l'exemple de l'autoencodeur, parce que nous voulons générer, par exemple des médicaments. Je veux que l'ordinateur génère lui-même, me donne des formules de médicaments. Mais pour qu'il me donne des formules de médicaments, je ne dois pas avoir dans un espace comme ça du vide. Je veux l'obliger à remplir, déjà à séparer les différents exemples, avoir les 1 dans un endroit, les 2 dans un autre endroit, les 3 dans un autre endroit, d'accord? Ou alors les images de chat, ou bien les molécules de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, les atomes, etc., ou les molécules. Donc, voilà, donc pour pouvoir faire des combinaisons. Et quand je parcours cet espace, je ne dois pas tomber dans le vide. Je dois à chaque fois générer quelque chose d'utile. Donc, les autoencodeurs variationnels, comme ils obligent dans l'espace latent à ce que j'ai des gaussiennes, c'est-à-dire que les données soient regroupées comme une gaussienne, d'accord, d'écart type égal à 1, par exemple. Donc, ils m'obligent à ce que les données de même type, par exemple les 4, remplissent donc, comme j'ai dit, une petite sphère ou un petit cercle. On est dans R à la puissance 10, donc ce n'est pas un cercle, mais c'est… Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait?
Donc, pour exprimer ça, pour l'expliquer, voilà ce qu'on fait. On part de X, d'accord? L'encodeur, c'est une probabilité qui utilise phi comme paramètre et qui permet de générer un Z à partir de X. C'est ça l'encodeur. Et il va me permettre donc d'obtenir mu et sigma, qui sont la moyenne et l'écart type. J'utilise une manière un peu qu'on va voir pour, à partir de mu et de sigma, générer un Z. Et à partir de Z, donc vous passez ici, à partir de Z, vous allez utiliser une distribution de probabilité P indice θ de X à partir de Z, étant donné Z, donc, pour reconstruire X'. Donc là, il y a des formules, je ne vais pas les présenter aujourd'hui, mais je vais revenir une autre fois. Mais là, ce qu'il faudrait comprendre en particulier, c'est que, bien sûr, on utilise ici l'inférence variationnelle. Il y a beaucoup de maths aussi. Mais comme j'ai dit, bon, aujourd'hui, vous avez eu suffisamment de mathématiques, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc ici, donc à partir de X, nous allons obtenir, mais cette étape, elle se fait comme dans un réseau de neurones un peu standard. L'obtention de mu et de sigma, il est déterministe, c'est-à-dire il n'est pas compliqué. Par contre, Z, on l'obtient d'une manière un peu stochastique, puisque j'utilise mu sigma et ce qu'on appelle, donc il est là. Voilà comment je représente aussi le réseau de neurones, autoencodeur variationnel. Nous avons X, je l'utilise pour obtenir mu et sigma, et j'utilise ce qu'on appelle un reparameterization trick. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement, je crée un exemple, Z, parce qu'il faut avoir une sortie pour pouvoir utiliser la rétropropagation. Et pour avoir une sortie, je ne dois pas avoir une distribution de probabilité, mais un nombre, pour prendre ce nombre et générer le X', comme avant, comme avec l'auto-encodeur. Donc, le Z, comment je l'obtiens? C'est à l'aide de mu, qui est là, qui est un paramètre à ajuster, et le sigma qui va être ajusté aussi, qui va être ajusté, c'est un paramètre de la distribution de probabilité, pas le paramètre du réseau de neurones. Ce n'est pas comme phi et θ. D'accord? Donc, mu plus... Donc, voilà ce que je fais. Je prends Z égale à mu plus epsilon θ, et je considère que epsilon, bien sûr, ça ne dépend pas de mu et de sigma, ça vient un peu disons, de nulle part. D'accord? Pour simplifier un peu la rétropropagation du gradient. Je pourrais le montrer une autre fois. Là aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué que donc, je vais utiliser encore, je vais laisser pour une autre fois. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche d'une part à ce que la sortie corresponde à 4. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que ce que j'obtiens ici correspond à ce que j'ai ici. Mais il faut en même temps que le Z que nous avons ici suit une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1, ou l'identité, donc 1, sur la diagonale. Donc, j'impose à ce que les Z que je vais obtenir ici, et donc la distribution de probabilité qui est là, donc cette distribution, qu'il ait 0 comme centre, comme moyenne, et qu'il ait donc 1, mais on est ici dans R à la puissance de D. Donc, qu'elle ait 1 comme, ID comme, disons, matrice de variance-covariance. OK, donc, voilà. Là, ça s'appelle une distance, donc, que je vais montrer ici. Kullback-Leibler divergence, donc c'est une sorte de distance, alors que, d'accord, il permet de faire quoi? Il permet, donc là, je l'ai noté D, parfois on la note DKL, donc Kullback-Leibler. C'est une distance qui permet si on a deux distributions de probabilité, de déterminer est-ce qu'ils sont voisines ou est-ce qu'ils sont différentes, très différentes. En particulier, si à la place de P,
j'utilise la probabilité, la distribution de probabilité Q, qu'est-ce que je perds comme information? En gros c'est ça. Voilà, donc les applications, c'est, par exemple, regardez, on a appliqué au chiffre manuscrit, donc le variationnel autoencodeur, bien autoencodeur variationnel, et on a obtenu une représentation sous cette forme, en jouant sur certains paramètres, donc, comme j'ai dit. D'accord. Parce que nous avons deux, là, lorsqu'on va faire l'entraînement, nous allons avoir comme loss function ça plus ça, ou bien K1 fois ça, plus K2 fois, ou bêta plus bêta fois la distance de donc Kullback-Leibler. OK, donc pour terminer, je vais terminer ici. Supposons qu'on prend un Z, si je parcours l'espace, regardez ce qui se passe. Les nombres vont changer du 1 jusqu'à 7, et puis du 7 jusqu'à 9, et puis jusqu'à 0, parce qu'on va comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir d'ici, par exemple, d'ici, et je continue, et puis je vais par là, et puis je fais ça, et puis je fais ça. Je parcours Vous voyez, quand je parcours cet espace latent, quel est le résultat que j'obtiens? Parce que quand j'ai l'espace latent, quand j'ai cet espace, j'ai un modèle génératif. Il suffit de prendre un point ici et j'aurai un nombre. C'est ce qu'on fait lorsqu'on prend, au lieu de prendre des nombres, je prends des visages de célébrités, par exemple, les acteurs, les sportifs, etc. Et je fais apprendre ces images au variationnel autoencodeur. Il va créer un espace latent. Et si je prends un point quelconque ici et je le bouge un petit peu, il va déformer le visage. D'accord? Il va déformer, le visage va sourire un petit peu, ou bien il va tourner un petit peu vers la droite, se tourner vers la droite ou la gauche, va s'incliner un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu, là, en parcourant l'espace latent, j'ai ces déformations. Et les variationnels autoencodeurs font en sorte que l'espace latent que les points ne soient pas trop étalés. Ça veut dire que quand je prends un point ici, ça correspond à quelque chose. Bien sûr, parfois, ça correspond à des choses bizarres, comme ici, parce qu'on part de 1 jusqu'à… D'accord. Mais bien sûr, il faut tourner dans ce sens. D'accord. Donc, voilà, il tourne un peu parfois bizarrement. Mais il y a toujours une continuité, un difféomorphisme. Et justement, et je termine par ça, c'est que la variété que l'on apprend, puisqu'on apprend une variété différentielle, donc un sous-espace dans le grand espace, par exemple. Et si je prends un peu le 4 qui est là, qui est représenté ici, et je me déplace juste à côté du 4, dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Quand je me déplace comme ça, ce qui va se passer, c'est que le 4 va peut-être s'incliner vers la droite. Si je me déplace ici, il va s'incliner un petit peu vers la gauche, ou alors il va diminuer, il va devenir petit, ou bien il va être un petit peu courbé ici. Donc, les dimensions de la variété qui est construite à partir du autoencodeur variationnel admet des directions qui définissent les déformations un peu, entre parenthèses, valables, et que je peux exporter entre différents éléments, valables un peu des données. Et j'ai dit qu'on peut l'exporter, c'est que, par exemple, je peux prendre, si je suis là et je viens ici, le 4 va un peu devient droit, plus droit. Si j'ai un 3 qui est incliné, j'applique cette différence, le même vecteur. J'ai des vecteurs de déformation que je peux appliquer. Si le 3 est incliné, il va devenir droit aussi. Voilà, donc, mais je n'ai pas tout dit des autoencodeurs variationnels. Je vous remercie. Si vous avez des questions, et probablement un autre jour, on va présenter les aspects mathématiques de ce concept.